Et je vais tout de suite maintenant donner la parole à Nada Sabourdin pour la partie anesthésie pédiatrique. Merci Nada. Alors, moi, je suis très, très, très honorée de faire partie de ce panel, je dois dire. Un petit peu étonnée, mais très, très honorée. Et donc, c'est à mon tour de vous raconter ce que je fais plus comme il y a 20 ans, mais juste en anesthésie pédiatrique. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, je pense comme nous tous, parce que c'est pas forcément facile comme question. Et je me suis dit qu'en fait, globalement, au cours des 20 dernières années, il y avait deux grands trends qui pouvaient se dégager. D'abord, en anesthésie pédiatrique, et ben, en fait, on a vu ce qui se passait en anesthésie adulte, vu les progrès qui étaient réalisés, et on les a adaptés à notre population pédiatrique. C'est pas toujours évident, parce qu'il faut les adapter en termes de spécificité physiologique, mais de matériel, de posologie. Et puis l'autre chose aussi qui s'est passée, et ça c'est vraiment, je dirais, la communauté mondiale d'anesthésie pédiatrique qui a travaillé à diminuer la morbimortalité en anesthésie pédiatrique, en identifiant des facteurs de morbidité, puis ensuite en trouvant des façons d'agir sur ces facteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a copié des adultes ? Et bien maintenant, nous aussi, on fait de l'échographie, et on en fait plein, alors qu'il y a 20 ans, on en faisait très peu. On le fait dans les mêmes indications que chez l'adulte, c'est tout pareil, sauf que, comme vous pouvez voir, on a tendance à utiliser des plus petites sondes, on doit faire des tout petits gestes, mais finalement, on a de la chance parce qu'il y a souvent une très bonne échogénicité chez l'enfant et on voit souvent très très bien. Alors on regarde tout, on regarde les vaisseaux, l'estomac, et puis on regarde la plèvre et on regarde beaucoup les nerfs, ce qui nous a permis de progresser dans un autre domaine qui est l'anesthésie loco-régionale, parce que maintenant, nous aussi, on en fait plein. Alors on en faisait déjà avant, mais maintenant, on fait vraiment tous les blocs qui sont faisables chez l'adulte. Et bien, en fait, on peut les faire également chez l'enfant. Ça peut, voilà, c'est tout petit, mais ça marche quand même très très bien. Et on a un défi qui est particulier quand même en anesthésie pédiatrique avec la loco-régionale, c'est que avant, l'essentiel, l'écrasante majorité de nos loco-régionales, on les faisait chez des enfants qui étaient déjà sous anesthésie générale. Au contraire de l'adulte, parce que quand ils sont réveillés, les enfants, les piqûres, ils détestent, et en plus, surtout pour les tout petits, ça leur parle pas du tout d'éviter une anesthésie générale, ils voient pas trop le principe, quoi. Et du coup, c'est un peu difficile, et on pensait que c'était presque inaccessible d'avoir leur coopération, mais en fait, en 20 ans, on a développé des tas de techniques pour les distraire. Alors ça va de l'hypnose au casque de réalité virtuelle, on a beaucoup progressé, on fait de plus en plus d'ALR chez l'enfant vigile, et à mon avis, on n'a pas fini de progresser. Et puis en pédiatrie, nous aussi, on fait de la RAC. Tout pareil, avec toutes les mêmes étapes, les mêmes démarches que chez l'adulte. Et on a été, il faut dire, on l'a déjà évoqué, mais on a été beaucoup aidé par des progrès chirurgicaux avec des techniques vraiment de moins en moins invasives chez l'enfant. Et ça nous a beaucoup aidé. Et on a pu appliquer ce concept de RAC à beaucoup de domaines de la pédiatrie. Alors aussi bien après la chirurgie de scoliose de l'adolescent que après la chirurgie néonatale. On peut faire de la RAC après chirurgie néonatale. Et donc en simplifiant comme ça la prise en charge périopératoire des patients, on a aussi pu aller de plus en plus vers la chirurgie ambulatoire, qui s'est beaucoup développée en 20 ans chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant. Il y a beaucoup d'unités de chirurgie ambulatoire qui ont été développées, qui ont été créées, et c'est maintenant une partie importante de notre activité, avec en particulier une intervention emblématique, qui est l'amygdalectomie en pédiatrie, et qui maintenant, en règle générale, se réalise en ambulatoire. Voilà, alors, côté morbidité, mortalité. Il y a la principale révolution, si j'avais dû choisir un seul sujet à évoquer pendant cette présentation, c'est ça que j'aurais choisi. On est rentré dans l'ère de la pression artérielle. Vous allez me dire, il était temps. Mais voilà, parce que, alors, avant, en particulier chez les tout-petits, évidemment, on prenait la tension quand même, on appuyait sur le bouton, mais en fait, on ne savait pas toujours quoi faire avec le chiffre qui s'affichait. Parce qu'en fait, on ne savait pas ce qui était censé être les chiffres normaux sous anesthésie générale en fonction de l'âge, et c'était un peu flou. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'on ne savait pas à partir de quand on était dangereux.
Et du coup, il y a eu tout un immense mouvement de travail et de recherche qui a été effectué dans ce domaine-là. Il y a eu une série qui a mis un peu le feu aux poudres avec une série de 6 nourrissons qui avaient eu des pressions artérielles basses en péropératoire et des conséquences post-opératoires catastrophiques. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été menés et qui ont abouti, en particulier en 2014, à une publication qui déterminait les seuils de PAM qui étaient associés au risque d'aноxo-ischémie cérébrale sous anesthésie générale au sévoflurane. Et pour le 0,6 mois, ce seuil il était établi à 35 mm de mercure. Et ça, c'est des études qui ont pu être faites en utilisant de la technologie du Doppler transcrânien, mais aussi la technologie de la NIRS, qui a été un progrès important pour nous en pédiatrie. Depuis ce temps-là, on a intensifié le monitorage. On a des stratégies de remplissage probablement plus adaptées. On utilise plus de vasopresseurs. Et il y a toujours des travaux en cours qui sont destinés à préciser plus les normes en fonction de l'âge. Autre sujet important, le côté voie aérienne. Alors j'ai choisi de vous parler de la gestion de l'hyperréactivité bronchique dans laquelle on a aussi beaucoup avancé. Parce qu'avant, on savait bien que quand on allait endormir un enfant qui était dit enrhumé ou asthmatique, on savait que ça allait être un peu plus compliqué. Et en fait, on a objectivé ce niveau de complication. Il y a plusieurs études qui ont bien confirmé que chez les enfants enrhumés ou asthmatiques ou hyperréactifs des bronches, pour quelque raison que ce soit, il y avait plus de complications, plus de désaturation, plus de bronchospasme et plus de laryngospasme. Et du coup, on a essayé de faire quelque chose. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été menés. On a appris, par exemple, en 2008, on a confirmé que le meilleur agent pour entretenir l'anesthésie inhalatoire chez ces enfants-là, c'était le sévoflurane, parce qu'il y avait moins de résistance des voies aériennes. En 2009, on a appris qu'avec un simple aérosol de salbutamol en préopératoire, on pouvait diminuer de façon importante l'incidence des bronchospasmes. Et on a regroupé finalement tous ces progrès des 20 dernières années dans la RFE voie aérienne en anesthésie pédiatrique, qui a été un texte très important pour notre partie de la spécialité. Avec aussi, il n'y avait pas que l'hyperréactivité bronchique, il y a tous les progrès des voies aériennes des 20 dernières années. Et puis, dernière chose qui a changé dans les 20 dernières années, dernière chose dont je vais vous parler, en fait, il y a eu une structuration, en tout cas une consolidation de réseaux de recherche clinique, en particulier au niveau européen. Et grâce à ces réseaux de recherche clinique, on a pu faire des études qui nous ont donné et vont continuer à nous donner des jalons en termes de morbidité et de mortalité. Et ça permettra de suivre nos indicateurs de morbidité et de mortalité. La première grande étude, c'était Apricot chez le 0-15 ans, donc qui nous apprenait beaucoup de choses, mais qui nous donne un jalon. C'est que là, en 2017 en Europe, l'incidence d'arrêt cardiaque périopératoire hors chirurgie cardiaque, évidemment, en Europe, elle était à 1,9 pour 10 000. Et c'est un jalon important. Il y a sa petite sœur Nectarine qui, elle, était focalisée sur le moins de 6 mois. Ouais, on a des petits noms sympathiques. Et elle nous donne un jalon important aussi. Chez le moins de 6 mois, on a la mortalité à 90 jours, toujours hors chirurgie cardiaque, qui est à 2,36%. Et ça nous a donné des pistes de recherche pour la suite, puisqu'on a vu que l'association péropératoire d'une hypotension, d'une anémie et d'une hypoxémie, ça allait augmenter cette mortalité à 90 jours par un facteur 20. C'est nos prochaines cibles d'action pour les 20 prochaines années. Voilà, donc finalement, en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? On a avancé de plus en plus vers toujours plus d'exigences et toujours plus de précision dans l'anesthésie pédiatrique. Ça a été un peu matérialisé par l'initiative SafeTOTS qui a été lancée en 2015 et qui est une sorte de checklist de qualité en anesthésie pédiatrique qui devient de plus en plus systématique. Et puis ce qui va se passer probablement dans les années à venir, en tout cas ce que j'espère, c'est qu'on va avancer aussi dans les domaines de la formation, comme par exemple, là je vous ai mis une proposition de travail sur un cursus européen, sur un curriculum européen de certification en anesthésie pédiatrique, c'est un projet. Et puis en termes d'organisation, c'est la RPP qui a été présentée en début d'après-midi sur l'organisation structurelle, matérielle et fonctionnelle des centres qui effectuent de l'anesthésie pédiatrique. Voilà. Merci beaucoup Nada. J'ai 2 questions là qui sont arrivées. Donc la première nous dit: en pédiatrie, l'induction est plus facile en ajoutant du proto. Doit-on quand même bannir le proto ? Je te répète, mais c'est spécialement pour les enfants. Ouais, alors vous allez rire, c'est une question dont on discute fréquemment, ne serait-ce que dans mon équipe. C'est une question qu'on discute entre nous et finalement,
c'est sûr que voilà, le protoxyde d'azote, oui, c'est un agent qui peut avoir toute son utilité pour l'induction chez certains enfants, mais pourquoi pas, on peut l'utiliser pour l'induction. L'induction, jusqu'à ce qu'ils perdent conscience, ça va vite. Hein, on ne va pas en utiliser pendant très longtemps, beaucoup, et s'il y a un bénéfice pour le patient, peut-être que c'est mieux. Avoir ça ou un enfant qui hurle, se débat et passe un moment horrible, c'est effectivement un débat, mais pourquoi pas, oui. Donc vous n'êtes pas du tout converti au fait qu'il faut se débrouiller sans protoxyde d'azote parce qu'on considère qu'on n'a plus le choix. En fait, on est converti au fait qu'il faut en utiliser le moins possible. On n'utilise pas du tout de façon systématique et je dirais même pas de façon régulière, mais si pour certains enfants ça peut aider, mais pourquoi pas. On a le temps au moins pour une deuxième question. En anesthésie pédiatrique, quel est le vasopresseur de choix? Quelle bonne question d'Isabelle. Je ne sais pas s'il y a un vasopresseur de choix. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent... Ça dépend de la situation. Hein. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est une hypotension aiguë? Est-ce que c'est une situation plus au long cours? On utilise de plus en plus de noradrénaline très diluée en pédiatrie, mais on peut aussi utiliser de l'éphédrine. Il y a une étude très très récente là, qui a déterminé, parce qu'on est un peu embêté au niveau des doses pour l'éphédrine par exemple, savoir quelle dose utiliser chez le petit. Moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne savait pas. Et là, tout récemment, il y a une étude sur l'éphédrine qui calcule la dose la plus efficace, enfin en tout cas la meilleure dose à utiliser, mais c'est tout neuf. Hein. C'est tout neuf. On peut utiliser de l'éphédrine même chez le tout petit dans des situations aiguës. On n'est pas exactement dans les réglementations, les AMM et tout ça, mais bon, il faut bien qu'on en utilise. Et puis sinon, la noradré, on en utilise aussi pas mal. C'est-à-dire que la baby noradrénaline, c'est arrivé chez les babys aussi? C'est ça la question en fait. Oui, mais ça se passe souvent comme ça. Il y a des trucs qui arrivent, ça arrive chez l'enfant. Au début, on ne sait pas trop comment le faire, combien, comment convertir et tout, mais les gens se mettent à les utiliser et puis voilà, et puis on finit par avoir des études qui mettent bien les bornes et de la façon dont on doit l'utiliser. Alors j'ai une autre question qui est l'induction chez l'enfant en VS aide inspiratoire semble aussi un grand progrès. Oui, alors je ne sais pas si c'est que chez l'enfant, mais oui, je suis assez d'accord avec ce commentaire. Il y a beaucoup de progrès qu'on aurait pu évoquer, hein. Mais ça, effectivement, je suis assez d'accord, ça en est un. Très bien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que là, j'ai épuisé le lot de questions. Moi, j'en aurais bien une de naïf qui remonte à plus de 20 ans. Moi, quand j'ai fait de l'anesthésie pédiatrique, c'est il y a longtemps. Donc, la locorège de référence, c'était l'anesthésie caudale. Ouais. Ça se fait encore? Ça existe encore? Et l'écho, il y a un rôle? Alors, oui et oui. Ça se fait encore et je dirais même que il y a peut-être eu une période où il y en a eu un peu moins, mais il y en a oui, ça se fait toujours. Et oui, l'écho peut tout à fait avoir un rôle. On a des images magnifiques. On a vu la semaine dernière au congrès de la DARPEF, on a vu des images magnifiques d'échographie où on voit parfaitement ce qui se passe. Oui, tout à fait. Très bien. Merci Nada.